Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincus que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison 2 Vanessa Money Mindset du podcast. Il ne s'agit pas exactement du tout dernier épisode parce qu'il y aura 3 autres épisodes qui sont des bonus, mais on clôture la saison 2 maintenant avec cet épisode parce que je trouvais que c'était le moment idéal pour pouvoir faire un bilan. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir qui je suis. Je vais t'expliquer aussi pourquoi je fais les choses, comment est-ce que je les fais et quelle est la suite pour ce podcast. Déjà, qui est-ce que je suis? Je m'appelle Vanessa, j'ai 34 ans, j'ai toutes mes dents. Je suis une informaticienne à mon compte et je suis une ex-banquière. Pourquoi est-ce que... j'ai commencé ma carrière dans la banque parce que depuis toute petite, je voulais faire ce métier. J'ai toujours aimé aider les gens, j'ai toujours aimé en fait me mettre au service des gens et j'aime l'argent en fait. J'aime l'oseille, la thune, la moula, enfin bon bref. Pour celles qui me voient, j'étais presque en train de danser quand je parlais d'argent. Mais voilà, pour moi, en fait, c'était hyper important d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent, de travailler dans l'argent. Et en même temps, c'était hyper important d'aider les autres. Donc pour moi, banquier, c'était vraiment un bon compromis. D'autant plus que quand j'étais petite, je suis née dans un foyer très modeste, élevé par une mère célibataire et un père qui à l'époque avait pris la poudre d'escampette. Il était parti tellement vite et tellement loin que du coup, j'ai vu ma mère en fait pendant toutes mes années de jeunesse souffrir en fait de problèmes financiers. On mangeait via les restos du cœur, je partais en vacances grâce au secours populaire. C'était une enfance en fait marquée par la pénurie, le manque et à chaque fois, je me faisais une promesse que non, moi, j'aurais de l'oseille, j'aurais de l'argent plus tard, c'est mort. Dès qu'il y avait pauvreté, dès qu'il y avait problématique, j'étais plus là, je voulais plus être dans la pièce, je voulais plus écouter et je ne rêvais que de ça. En grandissant, je n'avais pas d'éducation financière, donc mes premières expériences d'autonomie financière, c'est vraiment quand j'ai eu mon bac. J'ai fait un bac option économique, sciences éco, que j'ai eu d'ailleurs avec mention. J'ai eu une bourse parce que j'avais droit à une bourse. Et à l'époque, je me souviens que j'avais 400 € de bourse. Je vivais dans une cité étudiante où je payais 200 € de loyer. Et en fait, j'avais un budget de 200 €. Sauf qu'en fait, quand tu ne sais pas respecter un budget et que tu as un découvert, parce qu'à l'époque, je crois que j'avais un découvert aussi élevé que le montant de ma bourse, c'est-à-dire 400 €. Moi, je vivais donc du coup avec un budget de 800 €. J'étais tout le temps à découvert. Donc, le stress de est-ce que la carte va passer, je connais. La carte qui est refusée, je connais. Le banquier qui t'appelle, je connais. Le banquier qui bloque ta carte, je connais. Enfin, je connais tous ces trucs-là. Et en fait, j'avais l'impression que j'allais jamais m'en sortir. Mais je voulais à tout prix être banquière. Donc, je pense que c'est un peu ça qui m'a sauvée. C'est qu'en travaillant en fait dans des institutions financières, j'ai pu me forger une éducation financière. Et d'ailleurs, paradoxalement, parce que ça, je pense que c'est vraiment une idée reçue, ce n'est pas vraiment via mon métier. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'être banquier en fait qui t'aide à avoir une éducation financière. C'est mes clients. C'est vraiment les gens. C'est les gens qui t'apprennent et qui te montrent comment ils font. Moi, j'avais régulièrement dans mon bureau des gens qui venaient avec leur fichier Excel de budget. J'avais jamais vu ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort son PC, ben voilà, les dépenses fixes, les dépenses variables. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris à gérer mon budget. Pareil pour les investissements.
Mais j'avais des clients qui étaient de très bons investisseurs parce que j'ai travaillé dans des endroits assez où c'était des villes assez aisées. Et comme mes clients étaient de bons investisseurs, ils m'expliquaient en fait comment est-ce qu'ils avaient fait leurs investissements, comment est-ce qu'ils avaient choisi en fait leurs actions, pourquoi. Et c'est comme ça en fait que petit à petit, j'ai pu en fait me rendre compte que c'était important d'avoir une éducation financière, de savoir gérer un budget, de pouvoir également aussi bien investir son argent. C'était donc pas du tout via vraiment mon métier, j'allais pas en organisme de formation pour apprendre ça, mais c'était en fait au contact de mes clients les plus aguerris en fait en termes d'investissement, en termes d'éducation financière. Parallèlement à ça, ben, moi j'avais des clients, j'avais des mini-moi en fait, c'est-à-dire des mini Vanessa jeunes. Je me retrouvais à bloquer des cartes, je me retrouvais en fait à devoir leur expliquer la vie. Et en fait, quand tu expliques au fur et à mesure, tout le temps, à plusieurs personnes les mêmes choses, ben en fait, c'est quelque chose que tu finis par intégrer en toi-même. C'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai commencé à être très rigoureuse au niveau de mon budget, à épargner, à économiser et à mieux gérer. Donc après, maintenant que l'on a vu qui je suis, on va essayer de voir pourquoi est-ce que je fais les choses. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Moi, la mission Vanessa Money Mindset, ben, c'est une mission. Voilà, c'est un lapsus, mais en vrai, c'est vraiment ça, c'est une mission. C'est-à-dire que pour moi, c'est ma mission de vie d'essayer d'aider un maximum de femmes à être autonomes et indépendantes sur l'aspect financier. Certes, il y a un aspect business. C'est d'ailleurs un créneau, je crois, qui est très porteur, parce que je vois que j'ai beaucoup de concurrents et de concurrentes, je vois que j'ai beaucoup de confrères et de consoeurs, donc je me suis dit, ah waouh, il y a peut-être des trucs à faire sur ce sujet-là, mais je pense aussi que quand tu fais quelque chose avec amour et avec passion, ce que je fais depuis bientôt 2 ans, et même bien avant, en fait, j'ai commencé en fait à distribuer mes conseils comme ça gratuitement depuis très 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 longtemps, depuis je crois même, là j'ai 34 ans, ça doit faire bien 10 ans que je fais ça. Et bien, je me suis rendu compte que il y a l'univers nous le rend en fait. Après, je parle même pas d'aspect financier, c'est-à-dire que aider les femmes à évoluer, à s'améliorer sur le plan des finances, ben moi je me suis rendu compte que plus je le faisais, plus je m'aidais moi-même, plus j'apprenais des choses, plus j'améliorais en fait ce que je savais déjà, plus j'améliorais mes compétences. Et donc en fait c'est devenu, c'était déjà une mission de vie, c'était déjà une mission de vie, mais c'est vraiment devenu une passion. Et je le fais aussi, pourquoi? Parce que ça correspond à mes valeurs. Moi je crois en la sororité, je pense vraiment que ensemble on est plus fortes entre femmes et même avec les hommes qui veulent nous aider. Vraiment, je me dis que plus on a de personnes qui vont essayer d'apporter de la connaissance, de la compétence et de l'argent et de la richesse et de la positivité aux femmes, une meilleure sera la société. Je crois aussi en l'amour et je crois au partage. Et enfin, je considère aussi que nous sommes dans un moment charnière. Il y a beaucoup de négativité, les gens se comparent beaucoup, les jeunes sont de plus en plus malheureux quand on regarde même les études scientifiques, la génération X, même ils sont en mauvaise santé. Et moi je considère que c'est parce qu'on est dans une société où les valeurs en fait sont un peu à l'envers. C'est beaucoup de valeurs de consommation, c'est beaucoup de valeurs de compétition, c'est beaucoup de valeurs où les gens qui ont ne veulent pas donner, ne veulent pas partager. Et moi je me positionne un peu à contre-courant de tout ça. Je crois au contraire que plus on va s'aider, plus on va se donner de la valeur, plus on va s'apporter entre nous, meilleure sera notre vie et meilleure sera la vie en société tout simplement. Donc, j'ai essayé de dire les choses un peu avec le cœur. Je ne sais pas si le message sera bien passé, mais c'était important en fait d'expliquer le pourquoi je fais les choses. Je me réveille le matin, mais vraiment emplie d'une mission que tous les jours, je considère que je dois faire, c'est-à-dire distribuer un maximum de positivité autour de moi et partager avec énormément de générosité tout ce que je sais. Et là, maintenant, on va arriver à la partie 3 qui est de comment est-ce que je m'y prends.
Eh bien, si tu écoutes ce podcast, tu es au courant de comment je m'y prends. J'ai créé un podcast, j'ai créé une newsletter, j'ai créé un site internet. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Pinterest et sur Instagram et même sur LinkedIn. Non, c'était pas le projet au début. Au début, je voulais distribuer limite un peu de manière cachée mes conseils parce que j'avais très très honte de ce que je faisais. J'avais pas l'impression que c'était bien. J'avais cette envie de partage, cette envie de don, cette envie de création de communauté, mais j'avais absolument pas du tout confiance en moi en fait. Pas du tout. C'est d'ailleurs beaucoup de mes amis, certaines de mes amies avaient plus confiance en moi que moi-même. Et donc en fait, c'est juste que en aidant une personne, en faisant un petit événement presque caché, en faisant un autre à gauche, à droite, et ben c'est simple, j'ai eu d'autres opportunités. Après, et au fur et à mesure, à chaque fois, j'ai été récupérée par quelqu'un qui me disait « Ah, ben écoute, je peux t'aider à faire ce que tu fais à une plus grande échelle. » Et moi, quand tu me dis « Vanessa, je vais t'aider à aider le monde », mais je cours I'm here, j'adore. Et donc en fait, c'est vraiment comme ça que mes projets se sont développés, tout simplement. Et maintenant, c'est une communauté qui est qui est vraiment une communauté avec des femmes hyper gentilles, compréhensives, agréables. Et après, il y a le truc, je pense que je suis très naturelle, authentique. Il n'y a pas de bullshit. Quand je sais pas, je sais pas. Quand je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. Quand je me trompe, je me trompe. Et je pense que c'est ça aussi la vie. On est dans une société où il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de gens qui se disent experts, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils maîtrisent tout. Pour moi, c'est pas possible. Je fais venir des experts sur leurs thématiques et souvent même c'est des thématiques que je connais un peu pour qu'ils continuent de donner le message le plus pur possible sans intermédiaire. Pour moi, c'est hyper important. Et en fait, le podcast sert à ça. Pourquoi aussi un podcast? Parce que c'est simple, j'ai eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de challenges, il y a beaucoup de choses que j'ai essayées, beaucoup de choses que j'ai réussi, énormément de choses que j'ai ratées. Et à chaque fois que j'étais au plus bas, parce que oui, j'ai été au plus bas tellement de fois que je sais que en fait la seule chose qui m'aidait en fait à me relever, à tenir le coup, à pas lâcher, c'était principalement les podcasts. Donc à partir du moment où moi j'ai décidé de créer un média pour véhiculer la bonne humeur, la positivité, la sororité et le love, eh bien c'était obligatoire que je passe par un podcast. Ensuite, j'ai aussi le site web. Le site web, on retrouve les contenus un peu plus longs, un peu plus costauds. On retrouve les livres sur la fiscalité que j'ai écrits, par exemple. On retrouve aussi le fichier de budget que j'ai créé. On retrouve un certain nombre de ressources gratuites comme ça sur mon site web pour avoir aussi une forme de pérennité et de stabilité. C'est vraiment tout ce que je ressens sur le site web, tout ce que je synthétise à gauche, à droite sur différents réseaux sociaux. Et enfin, j'ai une newsletter. La newsletter, c'est vraiment la chose que j'ai créée en tout dernier. Tout simplement parce que j'ai travaillé pendant longtemps avec une autre personne sur sa newsletter. Je co-écrivais la newsletter avec cette personne. Je pensais que c'était aussi ma newsletter, mais c'est les joies du business. Ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Et des fois, tu crois que c'est à toi, et ben c'est pas à toi. Donc du coup, quand on s'est séparés, j'ai perdu la newsletter et j'en ai profité pour recréer la mienne. Et donc ma newsletter a bientôt 6 mois. Et pour être tout à fait transparente avec toi, je trouve que je cherche encore mes marques. J'ai pas encore finalisé le modèle qui me convient, mais vraiment que j'aime du fond du cœur. J'aime beaucoup maintenant ce que je fais parce que ça me ressemble énormément. Cependant, j'ai pas encore la sensation que je suis arrivée au modèle vraiment, la signature Money Mindset Vanessa sur la newsletter. Donc voilà, on a parcouru assez rapidement comment est-ce que je m'y prends, pourquoi je fais les choses, comment est-ce que je m'y prends et maintenant on va voir les challenges que j'ai traversés durant la saison 2. La saison 2 a été vraiment la saison de tous les dangers. La saison dernière, donc l'année dernière, j'avais fait la saison 1
Et d'ailleurs, je m'étais dit qu'il n'y aura pas d'autres saisons. Il y aura saison 1 et il y aura saison 2. Saison 1, déjà, il n'y en avait qu'une. Je ne voulais pas m'arrêter et je m'étais arrêtée parce que j'avais fait un burn-out, épuisement professionnel. Et donc, je m'étais dit, je m'étais arrêtée, je m'étais reposée et je m'étais dit, là, on repart sur la saison 2. On a appris un peu du passé, on a appris ses erreurs, on va faire autrement les choses et on va les faire mieux. Et bingo, non, en fait, bis repetitas. Non, j'ai pas fait de burn-out, mais j'étais hyper fatiguée. Et en fait, j'ai fini par comprendre que j'ai beaucoup de mal à gérer mon temps, tout simplement parce que je suis perfectionniste. Quand je fais les choses, j'ai envie de les faire du mieux que je peux. Et pourtant, il y a toujours beaucoup d'erreurs, mais ça me prend beaucoup de temps à faire les choses. Par exemple, cet épisode, je crois qu'il va durer pas plus de 30 minutes, moi, je l'ai enregistré 4 fois. 4 fois, j'ai parlé, j'ai coupé, j'ai reparlé, j'ai coupé. Et en fait, ça fait 2 heures que je suis sur le sujet. Donc, typiquement, quand on travaille comme ça, on se retrouve vite limité avec des problèmes de temps parce que je perds beaucoup de temps à faire toujours la même chose. Entre mon podcast, la newsletter, la revue de presse quotidienne, les posts sur LinkedIn, les posts sur Pinterest, la retranscription sur YouTube et mon travail de tous les jours parce que je suis informaticienne tous les jours en fait. J'étais fatiguée et je trouvais que je n'arrivais plus à faire tout ce que j'avais envie de faire et je trouvais même que sur certains sujets, je n'allais pas aussi loin que ce que j'aurais voulu aller tout simplement parce que je manquais de temps. En fait, j'ai tellement voulu donner que je me suis rendu compte que c'est bien de donner en quantité, mais ce serait peut-être plus pertinent pour moi si je pouvais réduire la quantité et creuser au niveau de la qualité tout simplement parce que j'étais frustrée. Et il y a plein de choses, beaucoup de questions que mes abonnés m'ont posées. Vanessa, Vanessa, les méthodes de sabotage, comment est-ce qu'on gère ça? Vanessa, est-ce que tu peux nous donner des outils pour apprendre à gérer le budget au quotidien? En fait, il y avait tellement plein de questions comme ça à laquelle je pourrais prendre. Il y a tellement plein de questions comme ça pour lesquelles je pourrais prendre plus de temps pour répondre, sauf que comme je me suis donné une cadence très élevée, et j'avais pas le temps de répondre à toutes ces questions-là et pour moi, ça me frustrait tout simplement. Ensuite, ça voulait aussi dire travailler sous pression. Faut savoir que le lundi, je fais donc un Monday Motivation où je dis à mes choupettes que c'est les meilleures, elles sont les plus belles, elles sont les plus intelligentes. D'ailleurs, si tu veux voir comment ça se passe, c'est sur Instagram. Sur Instagram, tous les lundis matins, j'essaye d'envoyer, de partager des phrases positives pour qu'on puisse démarrer la semaine tous ensemble sur de bonnes ondes. Le mardi, il y avait le podcast. Le mercredi, il n'y avait rien de particulier, juste la revue de presse. Le jeudi, il y a un post sur l'actualité ou sur l'économie. Et le vendredi, il y a la newsletter, sachant que tous les matins, il y a une revue de presse sur les actualités économiques. Et en plus de mon boulot, c'était trop. Donc en fait, le deuxième challenge que j'ai eu à affronter, c'était le travail sous pression. Je me mettais beaucoup trop la pression et en fait, ça, une fois de plus, ça me fatiguait et je finissais par me poser des questions. Est-ce que finalement, c'est comme ça que je veux travailler et est-ce que je ne me suis pas en train de me créer en fait des interactions pas positives en fait. En fait, dans l'absolu, moi, j'aimais ce que je faisais tout le temps et en fait, le rythme ne me posait pas tant que ça de problème, mais ça voulait concrètement ça voulait concrètement dire ne faire que ça. Tous les jours, je ne fais que ça. Or, j'ai une famille, j'ai des amis et je dois avoir une vie aussi pour qu'elle soit un peu plus équilibrée et c'était pas possible. Donc en fait, c'est pour ça que cette thématique-là a été considérée pour moi comme un challenge. L'autre challenge aussi, ça a été l'organisation, la discipline et la récurrence. Et quand tu postes et que tu donnes autant, tout le temps, j'ai beaucoup d'énergie et je suis une grosse bosseuse et je suis super bien organisée. Et encore, c'est là où je me dis que finalement, je pense que je pourrais encore perfectionner ça. Mais je me suis rendu compte aussi que je commençais à voir un petit peu les limites de ma politique. Et enfin,
Le dernier sujet que j'ai identifié, c'est les mécanismes d'auto-sabotage plus puissants que jamais chez moi. C'est vraiment donc quelque chose de hyper important. D'ailleurs, dans la saison 3, j'ai tout un épisode qui est prévu pour le sujet. Et je vais parler en fait de comment ça se passe, la peur du succès. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la peur de l'échec, on a tous peur d'échouer, mais il y a aussi des gens qui ont peur de réussir. Et je pense que c'est pour ça que personnellement, je suis arrivée sur les réseaux aussi tard en fait dans ma carrière, parce que littéralement, je fais ce que je fais depuis 10 ans. Il n'y a pas grand-chose de très nouveau. C'est juste se former sur Canva, voir comment fonctionne l'algorithme ou des choses comme ça. Mais dans l'absolu, il y a absolument rien que je partage qui est très nouveau en fait. Et je pense juste que ça fait des années que je m'étais dit que j'étais pas spécialement légitime ou je me sentais pas forcément au clair pour partager tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui vont se dire mais comment ça se fait, t'as un master en finance, t'as 7 ans d'expérience bancaire, t'as été investisseuse, comment ça se fait que tu te considères pas comme légitime? Et je pense que c'est ce point-là qui fait que je suis encore plus légitime de traiter la thématique que je traite comme je veux la traiter. Moi, ce que je veux, c'est vraiment gérer les traumas financiers, parler des traumatismes financiers transgénérationnels, travailler sur la peur de l'argent, travailler sur la peur de la croissance, parce que c'est ça qui m'intéresse. T'expliquer qu'une assurance vie, c'est aussi intéressant quand tu investis sur les unités de compte ou quand tu investis avant 70 ans. Oui, je sais faire et je vais faire. Par contre, c'est pas ça qui me passionne. Parce que ce qui me passionne, c'est quand je parle avec des femmes et qu'elles savent tout. Elles savent comment fonctionne une assurance vie. Elles savent comment monter un prêt immobilier. Elles savent comment faire des visites d'appartements. Elles savent tout ça, mais elles ne passent pas à l'action. Pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi tu ne passes pas à l'action? Et quand on creuse, on se rend compte que parfois, il y a des problèmes d'estime de soi, il y a des problèmes d'amour de soi, il y a des problèmes de légitimité, il y a des problèmes aussi de syndrome de l'imposteur, il y a aussi le fait de se dire que ta famille n'a pas été propriétaire, donc toi, tu ne te sens pas légitime à l'être. C'est ça qui me passionne. C'est vraiment prendre quelqu'un d'un point A et l'emmener à un point B. Et de faire tout le trajet avec lui. Et ce trajet-là, tu ne le fais pas uniquement en étant pratico-pratique ou factuel, en fait, sur les aspects financiers. Donc, du coup, ça veut dire aussi travailler sur les mécanismes d'auto-sabotage de mes abonnés. Et pour pouvoir le faire, j'ai dû travailler sur les miens. Et comme je te disais, moi, du coup, j'avais la peur du succès. Et malgré tout ce que j'avais accompli, durant toute mon enfance, on m'expliquait que j'étais une femme, j'étais pas légitime. Mais pas que parce que j'étais une femme, parce que je suis la deuxième fille dans une fratrie de filles. Ma mère, elle a 3 enfants et elle n'a que des filles. Et en plus, elle est une femme elle-même. Et en plus, elle a une sœur qui a aussi une fille. En fait, je suis dans une famille où il n'y a que des femmes. Donc, pour le coup, dans mon cocon, en fait, on me disait pas forcément que j'étais pas légitime à faire les choses parce que j'étais une femme, parce qu'il n'y a que des femmes et les femmes dans ma famille, elles font des choses extraordinaires. Par contre, dès que je sortais de mon cocon, en fait, partout, on m'expliquait que je pouvais pas, en fait, être investisseur, gérer un appartement, gérer plein de choses. En fait, c'était des croyances limitantes que l'on me mettait sur la tête parce que j'étais une femme et encore plus parce que j'étais une femme noire et que j'ai dû lutter contre toutes ces croyances-là déjà, et ces croyances-là, elles arrivent dès le plus jeune âge en fait, elles n'arrivent pas uniquement à l'âge adulte, que du coup j'avais intégré que je n'étais pas légitime. Et sur le plan familial, la problématique n'était pas tellement une fille, la problématique était plutôt moi. Je suis un enfant particulier dans ma famille, et c'est un point aussi que j'en profite pour aborder dans cet épisode, c'est que moi je souffre du TDAH, les troubles de déficit avec ou sans hyperactivité. Troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. À confirmer, mais de mémoire, je crois que c'est exactement ça la définition de cet acronyme. Donc, c'est-à-dire que je suis une fille hyperactive. Et donc, en fait, quand on a le TDAH, on peut être hyperactif ou pas.
C'est l'un ou l'autre en fait. Mais moi, ben évidemment, j'ai le combo gagnant. Et depuis toute petite, en fait, c'est quelque chose qui est pas courant et c'est encore moins courant, en tout cas parmi les autres enfants noirs, parce que je suis née en Afrique et que du coup, enfin au Cameroun, et que dans mon école, ben, il y avait plein d'autres enfants noirs. Moi, j'arrêtais pas de m'agiter partout, de sautiller dans tous les sens. Et ben, les autres enfants, ben, ils étaient calmes en fait, ils étaient sages. Et depuis toujours, comme j'avais en fait cette particularité-là, on avait expliqué à ma mère que sa fille avait un problème. Du coup, ma mère avait intégré que sa fille avait un problème. Et du coup, moi, on m'avait expliqué que j'avais un problème. Et en fait, j'en avais pas qu'un, j'en avais plein en fait. Et je pense que c'est littéralement ce truc-là que j'ai gardé depuis mon enfance qui a fait que, bah, il y a plein de choses que j'avais envie de faire. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis compétente et je suis plutôt bonne, mais juste parce que depuis toujours, on m'explique que je suis différente, que je ne fais pas bien les choses et sur plein d'autres sujets, que en fait, j'avais fini par adopter la croyance que ben, j'étais pas bonne. Je n'étais pas bonne, telle que j'étais pas spécialement acceptable, j'avais pas de confiance en moi, pas d'estime de moi, pas d'amour de moi. Et en fait, mais j'avais une espèce de foi en moi. C'est assez bizarre, je pourrais même pas expliquer ça. J'avais quand même la foi que j'allais tenter et j'allais pas lâcher. Et en plus, je suis un peu comme ces chiens-là à qui on donne un os. Quand j'ai un truc à ronger, je lâche pas jusqu'à ce que soit je finisse à l'hôpital malade parce que j'ai été trop têtue, ou alors j'obtiens ce que je veux. Je suis vraiment extrêmement persévérante et résiliente. Mais c'est vraiment l'explication que moi j'ai trouvée à pourquoi pendant aussi longtemps et sur énormément de sujets, en fait, je ne me sentais pas légitime et je ne m'acceptais pas. Et enfin, pourquoi est-ce que je finis sur ce sujet? Parce que je sais que dans mes auditrices, il y a des femmes comme ça, en fait. Il y a des femmes qui ont ces croyances-là. Il y a des femmes qui ont la croyance qu'elles ne sont pas assez. Il y a les femmes qui ont la croyance que ce qu'elles font n'est pas bien ou n'est pas parfait. Et en fait, elles vont cumuler les diplômes, les certifications, les expertises, les trucs et les machins pour pouvoir expliquer qu'elles peuvent, tout en ne passant pas toujours à l'action, alors qu'en fait, elles n'ont pas besoin. C'est juste, on met de l'énergie au mauvais endroit. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Tout simplement parce que ça impacte les finances. Et c'est aussi pour ça que cet épisode, il est un peu particulier. C'est un épisode capsule, mais tu le remarques au niveau de mon débit. Je parle fort, je me trompe, je remodifie, tout simplement parce que cet épisode-là n'est pas scripté. Et c'est là que j'ai compris que j'avais réglé un certain nombre de choses. Déjà, je l'accepte, je communique sur ça ouvertement. C'est des sujets qui sont difficiles. Il y a beaucoup de gens qui ne les assument pas, qui ne veulent pas en entendre parler, qui sont mal à l'aise. Et moi, j'ouvre la parole sur le sujet parce que je vois le pouvoir que ça m'a donné. Je vois le bien-être que ça m'a apporté, la liberté que ça m'a apporté. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et c'est vraiment un accent sur lequel je souhaite accentuer pour la saison 3. Je souhaite vraiment accentuer la partie développement personnel parce que c'est la partie développement personnel qui m'a permis en fait de prendre conscience de tous les mécanismes d'auto-sabotage que j'avais, de prendre conscience de tous les problèmes d'estime, de confiance, d'amour, d'acceptation de moi-même que j'avais. Et bien évidemment, nous sommes en fin de saison. Si je te parle aussi librement, si je suis aussi à l'aise, si c'est aussi précis dans mon discours, c'est parce que ça a été réglé et je n'ai qu'une envie, c'est de partager avec toi tous les tips et astuces et outils que j'ai utilisés pour pouvoir en fait abattre un certain nombre de mes mécanismes d'auto-sabotage. Et pour revenir sur le TDAH, j'en ai parlé aussi longuement tout simplement parce que on n'en parle pas assez et on n'en parle pas assez des femmes TDAH et on ne parle pas assez des femmes noires TDAH et j'en suis une, ça va. Tu peux être hyperactive, avoir des troubles du déficit de l'attention et réussir tes études, avoir un métier, même technique, avoir plusieurs métiers, faire plein de choses et réussir en fait. Et je vais conclure sur cette thématique-là exactement sur le sujet parce que j'ai une abonnée un jour,
oui, elle est abonnée, mais elle me connaissait même avant les réseaux, qui est venue me voir parce que son fils est hyper actif et elle était en panique. Son fils, il a, je crois, 4 ans. Et bien évidemment, à l'école, on lui a expliqué que son fils, il a un problème, il saute partout, il a un problème. Et elle se demandait, mais mon fils, qu'est-ce qui va se passer en fait? L'avenir est fini pour lui. Et en fait, je lui ai dit, bah non, regarde, moi aussi, je suis comme ton fils. J'étais pareil que lui quand j'étais toute petite et j'ai vu le petit, franchement, ça fait presque peur, tellement il a de l'énergie. Et je lui ai juste dit que il faut qu'elle ait confiance en son fils, il faut qu'elle accepte tel qu'il est et qu'il faut qu'elle lui donne des choses pour qu'il puisse dépenser son énergie. Donc voilà, ça c'était un des challenges que j'ai eu à aborder lors de cette saison, qui était donc comment produire énormément avec beaucoup de rigueur et de discipline tout en ayant le déficit des troubles de l'attention. C'est possible et ça se fait. Et moi, j'ai eu parfois quelques difficultés, mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Enfin, le dernier challenge que j'ai eu à avoir, c'était un challenge par rapport à l'offre et la qualité de mon travail. Quand je suis partie sur les réseaux, c'était toute la saison 2, je parlais que de ça. Le gratuit, pas gratuit, le gratuit, je fais l'offre, je fais pas l'offre, j'étais perdue moi-même. Et en fait, c'est de se dire que moi, j'ai toujours voulu donner tout. Je donne tout. J'ai toujours été comme ça, même dans la vie personnelle, quand quelqu'un vient à côté de moi et que je suis en train de manger, si t'as pas mangé, on va partager mon assiette en fait. Je vais pas te donner un petit truc ou toi, non, je vais vraiment tout te donner. Si tu as besoin de conseils, c'est des conseils que tu auras. Si tu as besoin de vêtements, je vais te donner mes vêtements. Enfin, c'est presque... J'ai dû faire un travail sur moi-même pour garder un peu de choses à moi. Et en fait, le truc, c'est que quand tu parles d'argent et que tu donnes des informations, des conseils ou des astuces pour pouvoir mieux gérer son argent, il y a un moment où moi-même, en tant qu'influenceuse, j'ai besoin de me former, donc j'ai besoin de payer. Et en fait, c'est à quel point je paye pour avoir l'information et à quel point cette information-là, je la donne gratuitement, oui ou non, en fait. Et il y a aussi le truc de, à force de tout donner gratuit, en fait, bah, mon business, Money Mindset ne se développait pas. Et donc, j'étais un peu perdue dans le, est-ce que j'accomplis parfaitement bien ma mission de vie en aidant les femmes? Et pour moi, cette mission était forcément via le gratuit. Et si, en fait, faisais des produits payants, j'étais OK avec l'idée, mais je ne savais pas si ça rentrait vraiment bien dans ma mission de vie. Autant te dire que le raisonnement, il est complètement bancal. J'ai dû mettre beaucoup de temps pour comprendre ça, qu'il y a beaucoup d'informations que tu dois donner. En tout cas, quand tu es comme moi, tu dois les donner parce que si tu les donnes pas, tu as l'impression que c'est criminel. Tu n'aides pas les gens, t'as pas l'impression, j'avais pas l'impression que du coup, je faisais ce pourquoi j'étais venue sur Terre, entre guillemets. Par contre, l'accompagnement de mon temps, ça, c'est quelque chose qui n'a pas à être gratuit. Il y a certaines compétences qui, en fait, si tu les offres gratuitement et que tu ne prends pas le temps avec la personne de lui expliquer, en fait, ben, les gens vont pas forcément prendre conscience de la valeur de ce que tu donnes. Et ça, c'était pas très clair en fait dans ma tête. Et c'est de se dire aussi que si jamais je veux que Money Mindset se développe vraiment, il faut que ça devienne rentable. C'est-à-dire que créer des produits utiles qui vont vraiment apporter de la valeur, qui vont vraiment permettre d'aller beaucoup plus loin, de telle sorte que cet argent puisse être réinvesti dans la société pour pouvoir aider encore plus de monde en fait. C'est ce calcul-là que j'avais pas fait. Donc ça, c'était vraiment un gros challenge pendant toute la saison 2. Et bah, ça a été réglé parce que je suis en train de travailler sur les produits qui vont arriver en 2024. Parce qu'en 2023, j'aime mes choupettes comme ça. On est dans le gratuit, on s'aime, on se donne des loves, des bisous, des cœurs. Et ça me va. Donc voilà, ça c'était le dernier challenge. Et donc maintenant, on va arriver à la partie 5 qui s'appelle « C'est quoi la suite ?»
Dans cette dernière partie, j'ai décidé d'aller encore plus loin pour la saison 3 et de continuer d'apporter un maximum de valeur à mes abonnés. Il y aura toujours des experts qui vont venir intervenir sur des thématiques très techniques, mais j'ai aussi envie en fait de faire intervenir des gens de la vraie vie qui ont réussi à régler certains problèmes qui sont des pain points pour nous les femmes, qui sont des points douloureux pour nous, qui nous bloquent en fait dans l'accès à l'abondance. Et en fait, même si c'est pas des professionnels de X ou Y sujet, j'ai décidé de les faire venir sur le podcast pour qu'elles puissent partager leurs connaissances et compétences. J'ai aussi pris la décision, du coup, pour faire ça, de produire moins. C'est-à-dire que avant mon podcast allait sortir tous les mardis. Désormais, il va sortir tous les 15 jours. Ça a été un gros changement pour moi, ma choupette, parce que moi, j'étais habituée à sortir les épisodes tous les mardis et c'était vraiment très difficile pour moi de me dire que je vais produire moins jusqu'à ce que je me dise que, en fait, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est-à-dire que oui, je vais produire moins, mais je veux produire tellement mieux. Après, est-ce que je vais atteindre ce pari ? Franchement, l'avenir nous le dira. Si c'est réussi, bingo, je continue comme ça. Si c'est raté, je ferai un épisode pour t'expliquer que c'est raté et que je change. Parce que c'est ça la vie en fait. C'est aussi pour ça que je fais cet épisode, c'est pour que tu rentres à l'intérieur du business. C'est pour te dire que c'est ça les entrepreneurs. On réfléchit, on essaie, on change, on a des envies, on a une vision. Pendant tellement d'années, je me souviens, j'ai travaillé avec une associée qui passait son temps à m'expliquer que je n'avais pas de vision. Limite, je me disais, mais pense vraiment que je suis bête. Et en fait, non, j'ai une vision. C'est aider les femmes de la meilleure manière des possibles pour en fait qu'elles puissent accroître leur patrimoine. Mais toutes les femmes n'ont pas les mêmes problèmes, toutes les femmes ne réfléchissent pas de la même manière, toutes les femmes ne se débloquent pas de la même manière. Donc pour pouvoir en fait le faire de la meilleure des manières, il faut que je puisse essayer un certain nombre de choses. Voilà, choupette, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai adoré partager toutes ces choses-là avec toi. J'ai adoré aussi être 100% naturelle. L'être pour moi, littéralement, c'est-à-dire que cet épisode, c'est un épisode qui est difficile à monter parce que je suis perfectionniste. J'aime bien tout rédiger, j'aime bien que ce soit très professionnel, j'aime bien que ce soit hyper carré. Mais j'ai aussi envie d'authenticité. J'ai envie qu'on soit le plus proche possible. J'ai envie que tu comprennes que être entrepreneur, c'est juste être une femme normale qui entreprend des choses. Ne te laisse pas avoir par la société qui va t'expliquer qu'être entrepreneur, ça veut dire lever des fonds. Non, il y en a plein, ils lèvent des fonds, leurs boîtes, elles sont pas rentables, ils n'ont pas d'idées. Ils savent juste expliquer qu'ils changent le monde, ils n'ont jamais impacté personne. C'est pas ça, être entrepreneur. Être entrepreneur, pour moi, c'est avoir un projet, entreprendre, passer à l'action, impacter des vies. Après, tu peux avoir des clients qui payent ou pas. Mais il faut que... Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas non plus, tu es chez toi, tu crées ton projet, ça se passe entre toi et toi-même, et puis en fait, il n'y a rien. Non. Et être entrepreneur aussi, ça peut prendre plein de formes possibles, mais c'est pas que ce qu'on véhicule sur les réseaux. Et moi, de toute façon, j'ai jamais fait partie de ceux qui véhiculent ça, mais c'est pas uniquement ce que l'on voit, c'est-à-dire des gens qui sortent un produit fini qui a l'air bien. Non, on essaye, on réussit, on échoue, on commence, on recommence, et voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé, l'épisode est beaucoup plus long que ce que je voulais. J'espère que ça t'a plu. Si tu aimes bien ces formats un peu naturels comme ça, spontanés, scriptés mais pas trop, n'hésite pas à me le dire. Franchement, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le podcast. Si tu préfères les épisodes très scriptés, parce que pour toi, ça t'est beaucoup plus utile, n'hésite pas non plus à me le dire. Et comme toujours, n'hésite pas à venir me parler sur Insta, en DM, par message. J'ai encore le temps de répondre à tout le monde, donc je le ferai avec un grand plaisir. Plein de bisous et bonne rentrée. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement.
Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram, ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Bisous.